Salut tout le monde, c'est Pavel de le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie de réponses aux questions FAQ où je réponds aux questions qui ont été posées dans les commentaires pour la précédente vidéo de cette catégorie. Donc je vous invite de faire la même chose pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment et je répondrai à vos questions la semaine prochaine. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos et n'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas surtout des likes, s'il vous plaît. Si c'est possible, faites-le maintenant pour comme ça, vous n'allez pas l'oublier, vous n'allez pas me laisser sans like. C'est la seule rémunération que je le demande, donc merci de me faire ce petit jet de gentillesse pour le travail que je suis en train de faire. Donc dans cette catégorie, si vous ne me connaissez pas, si vous regardez pour la première fois ma vidéo, dans cette catégorie, on fait un tour rapide des différentes sociétés qui vous intéressent selon les commentaires que vous me laissez. Et je fais une analyse rapide des ratios fondamentaux, je regarde les images techniques et on regarde un petit peu le contexte, le secteur dans lequel opère telle ou telle entreprise. Je voulais juste faire une petite remarque parce que j'ai eu un commentaire plutôt critique en fait, pour la dernière vidéo de cette catégorie. Comme quoi, ils ont dit que quand j'analysais la société Essilor, je n'ai pas parlé des différents aspects des EPA ou des... Je n'ai pas parlé du fait qu'ils fabriquent les lunettes en Italie. Donc, je voulais vous juste dire que beaucoup de ces entreprises, je ne connais pas. Et je fais un peu exprès, en fait, de ne pas regarder en avance avant d'enregistrer cette vidéo pour que vous puissiez apprendre comment j'analyse les différentes entreprises, quel ratio je regarde au premier lieu. Mais je n'ai pas l'objectif dans ce format de vidéo de faire une analyse complète d'une telle ou telle entreprise parce que ça serait complètement impossible de point de vue de temps pour faire un tour de autant de sociétés que j'essaie de vraiment mettre dans une seule vidéo. Et en plus, les personnes me demandent de faire plus, me demandent de faire tout le CAC 40. Donc évidemment, si je veux faire une analyse détaillée de chaque société dans le CAC 40, en lisant leur bilan, en lisant leurs historiques, etc., je serai pour une semaine. Ça sera une vidéo qui va durer une semaine. Donc voilà, donc, je suis désolé si je rate les points importants. Ce n'est pas le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos, c'est vraiment faire un tour rapide, donner un avis. Il y a vraiment l'objectif aussi éducatif pour vous donner des points d'entrée, comment l'analyser, l'entreprise que vous ne connaissez pas, avant d'aller pour l'analyse plus approfondie. Parce que, en fait, on peut déjà faire beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant de Essilor la semaine dernière, en fait, j'ai tout de suite remarqué, en regardant l'image technique et l'image fondamentale, qu'il y avait un problème dans cette entreprise. Et donc, après, dans les commentaires, évidemment, on avait... après avoir discuté avec vous, avec des personnes qui connaissent mieux le dossier, on s'est aperçu quels étaient ces problèmes. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive dans ce format de vidéo. Moi, je trouve que c'est très, très efficace de fonctionner comme ça, parce que moi, je donne des points d'entrée, quelle est l'image de cette entreprise qu'on peut avoir aujourd'hui à partir de ratios, à partir de flux de trésorerie, à partir de différentes évolutions techniques, mais l'objectif, ce n'est pas aller dans les détails d'une telle entreprise concrète. Parce que vous savez, si les analystes qui font l'analyse des sociétés dans les banques d'investissement, ils font toujours des pavés comme ça pour chaque entreprise, avec tout un tas de chiffres, tout un tas d'historiques. Évidemment, ce n'est pas le but parce que de jour, tout le monde va s'endormir si je veux faire ce genre de vidéos. Je ne veux pas les faire, en tout cas, je pense. En tout cas, aujourd'hui, je ne les fais pas, ce type de vidéos. Voilà, donc nous commençons aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, au tout début, je vous dis tout ce que je vais dire, c'est mon avis, évidemment. Donc, moi, je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel d'analyse financière. Donc, moi, je vous donne mon avis. Donc, ça ne regarde que moi. Après, si vous avez un avis différent, dites-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Mais il ne faut pas considérer mes analyses comme un geste comme un signal pour l'entrée ou sortie d'une telle ou telle entreprise. Il faut regarder dans les détails, il faut que vous preniez votre décision. Moi, je donne quelques directions, je donne mon avis personnel. Après, c'est à vous de décider ce que vous faites. Après, le deuxième avertissement que je fais au début de chaque vidéo sur cette série, qu'il faut toujours regarder la situation macroéconomique. Donc, dans le projet Mind du Cash, il y a 3 piliers. Je le répète dans toutes les vidéos, c'est l'analyse macroéconomique, c'est les vidéos hebdomadaires que j'enregistre tous les samedis. Donc, vous avez un lien vers cette vidéo qui est attaché à cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Le deuxième pilier, c'est l'analyse fondamentale, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais très rapidement. Et le troisième pilier, c'est l'analyse technique. C'est quelque chose qu'on va faire pour chaque société que nous allons évoquer dans cette vidéo. Donc, il faut vraiment considérer, il faut toujours contextualiser vos investissements. Si vous investissez dans une valeur X ou Y, il faut comprendre dans quelle situation globale macroéconomique nous nous trouvons. Donc, il faut comprendre ce que les anglo-saxons appellent le big picture.
Parce qu'en fait, si le big picture est mauvais, si on est en dépression, si tous les marchés vont s'effondrer, quelle que soit l'entreprise que vous allez investir, sauf quelques rares exceptions qui sont des cas exceptionnels qui confirment la règle, donc toutes les actions, quels que soient leurs fondamentaux, vont baisser. Et quelle que soit leur image technique, ils vont baisser aussi parce qu'ils vont juste casser tous les niveaux possibles et impossibles. Donc il faut comprendre tout d'abord dans quelle situation macroéconomique nous sommes. Donc après, chacun votre vision. Ma vision personnelle, je donne dans mes vidéos hebdomadaires, vous savez, si vous me connaissez, donc vous savez que ma vision, elle est très très alarmiste. Mon avis, c'est que nous sommes en face d'une forte récession, voire la dépression durable, et qui aura des conséquences économiques très graves. Donc contextualisez toujours vos investissements et votre sélection d'actions. Voilà, donc là j'ai fait tous les avertissements, maintenant on passe à des actions concrètes. Donc l'action que m'a demandé à plusieurs reprises, c'est Vinci. Donc Vinci, je pense que vous connaissez, ça c'est... En fait, ils sont sur plusieurs segments. En fait, c'est la construction, c'est la gestion des autoroutes, c'est l'immobilier. En fait, ils sont dans tous les secteurs cycliques. Donc, là, je vais faire un commentaire juste pour ceux qui ne connaissent pas cette société. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne connaissent pas. Donc, c'est une société qui est assez diversifiée en train de secteurs qu'ils couvrent avec leurs activités, mais tous ces secteurs sont des secteurs cycliques. Donc, c'est par excellence une entreprise cyclique et c'est une entreprise de ce qu'on appelle l'ancienne un petit peu économie, en considérant la nouvelle économie, c'est des sociétés GAFA, etc. Donc, toutes les sociétés technologiques, les biotech, etc., etc. Donc, quand nous investissons dans une entreprise de ce secteur, il faut comprendre que le secteur cyclique, il faut acheter quand nous sommes en bas de cycle. Je sais que c'est difficile de déterminer le bas de cycle, mais pour moi, le bas de cycle, c'est par exemple quand on a vécu une forte longue chute, quand tout le monde a parlé déjà de la fin du monde, la fin du capitalisme, des choses comme ça. Quand le CAC 40 est au plus bas ou S&P 500, peu importe quel marché vous regardez, au plus bas de X années, et quand on commence à avoir les statistiques macroéconomiques qui sont moins pires que prévu. Ça, pour moi, c'est en contexte, c'est la situation où on est probablement en train de toucher le fond, on est probablement en train de se renverser en termes des grands cycles. Maintenant, on a vécu un cycle de 12 ans, en général, c'est des cycles de 10 ans si on suit la théorie des cycles. Donc, on a prolongé le cycle à cause des manipulations des banques centrales. On a vécu 12 ans de bull market qui est en train de s'inverser aujourd'hui avec cette crise de coronavirus. Donc clairement, aujourd'hui, on n'est pas en bas de cycle. Bon, en tout cas pour moi, on n'est pas en bas de cycle, sauf si vous considérez que le bas de cycle, c'était les plus bas qu'on a touchés au mois de mars, au mois d'avril. Donc ça, c'est pas mon avis, mais si c'est votre avis, dans ce cas-là, vous pensez peut-être qu'on n'est pas loin du bas de cycle et on est en train de repartir à la hausse. Donc chacun a son avis, donc encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais dans tous les cas, pour moi, on est au plus haut du cycle, clairement et simplement. Voilà. Donc, cette entreprise, en tout cas, quels que soient les fondamentaux, je ne les connais pas, je ne les ai pas regardés en avance, ce n'est pas le moment pour investir dans ce secteur. Ça, c'est déjà mon avis. À moins qu'il y ait une exception extraordinaire, que là, on va découvrir aujourd'hui que c'est vraiment une valeur avec on peut y avoir une idée cachée, genre un potentiel caché. Mais globalement, ce secteur n'est pas porteur. Voilà. Deuxième chose, quand on investit dans la société de l'ancienne économie, on va plutôt investir dans la valeur. C'est-à-dire qu'on va regarder beaucoup le bilan, combien d'actifs ils ont sur leur balance, comment ces actifs sont valorisés. On va attacher moins d'importance en termes de pricing, de potentiel de cette entreprise. On ne va pas trop regarder les perspectives parce que déjà, les perspectives sont soit stables, soit pessimiste, parce qu'on est déjà en récession, même si officiellement on n'est pas encore, mais c'est quasi certain que nous sommes en récession. Il suffit juste de confirmer que sur le trimestre prochain, la décroissance de PIB sera confirmée. Donc la question, si on est en dépression ou en récession. Dans tous les cas, les perspectives pour ce type d'entreprise sont moroses dans ce contexte. Donc voilà. Donc pour décider si on veut investir dans Vinci ou pas, il faut regarder surtout la valorisation de cette entreprise. Est-ce qu'elle est sous-évaluée par rapport à ses actifs en considérant que son potentiel de croissance restera stable. Donc il ne faut pas valoriser le potentiel de
amélioration de la croissance, de la dynamique de la croissance. C'est pas une société de croissance. Voilà. Donc c'est pas comme on investissait dans Amazon où il faut vraiment considérer quasiment que les perspectives de la croissance et presque oublier de leur valeur d'actifs. Voilà, donc c'est pas la même philosophie d'investissement. Donc du coup, c'est pas les mêmes ratios évidemment auxquels il faut faire attention quand on investit dans Vinci et quand on investit dans Amazon. Donc voilà, donc commençons par mes ratios comme d'habitude. On va regarder ce qui se passe. Donc ratio PE 12, presque 13. Donc pour une société de construction, en bas de cycle, on aura les ratios à 6-7. PE ratio. Je vous disais dans ma précédente vidéo que PE ratio, ce n'est pas forcément les meilleurs ratios à regarder parce qu'il ne tient pas compte de la dette. Et moi, je regarde surtout valeur entreprise divisée par résultat opérationnel, par EBITDA. Donc c'est ça que je veux regarder aussi par rapport à PE ratio. Je ne sais pas pourquoi ratio EV/EBITDA n'est pas publié aussi souvent que PE ratio, pourtant il est beaucoup plus représentatif. Voilà, donc pour PE ratio, j'utilise le Yahoo Finance. Donc là, je vais déjà ouvrir la page tout à l'heure pour ne pas vous laisser attendre. Donc voilà, donc PE ratio, c'est de 7,4. Ça, c'est très bien. Ça indique que la société, elle n'est pas chère par rapport à son résultat. Mais n'oubliez pas que vu qu'on est en récession, leurs earnings, en fait, ceux qui sont dans le dénominateur de cette formule, risquent de baisser. Donc forcément, ce ratio sera plus élevé dans les trimestres à venir. Donc ça, il faut faire quand même attention à cela, parce que donc, tous ces ratios sont par rapport au passé. Après, il y a d'autres ratios qui se basent sur des analyses des analystes. Voilà, donc c'est... voilà, vous pouvez regarder. Voilà, ça c'est un très bon exemple. Donc ça c'est pour le ratio PE, donc c'est ce qu'on a vu 13 ici, on a vu, bon, c'est presque le même chiffre sur les deux sites. Donc 13, ça c'est le ratio passé, donc PE passé c'est de 13. Mais regardez, forward PE, c'est ce qui est basé sur des attentes des analystes de cette entreprise, il est déjà à plus de 20. Donc c'est-à-dire que des analystes, ils s'attendent que la situation va aller pire à cause de la récession, à cause de la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans l'avenir proche. Et donc, du coup, ce PE ratio va augmenter. Donc, du coup, vend, évidemment, plus de ventes, c'est beaucoup. Je crois que LVMH est à 24, donc aujourd'hui. Donc, c'est pas... Ça, c'est vraiment... C'est difficile à voir ça comme une opportunité. Je ne sais pas quelle est l'attente pour ce ratio-là, mais avec les données passées, il est intéressant. Mais encore une fois, c'est les données passées. Voilà, donc pour moi, c'est une... Bon, valorisation, je trouve qu'elle est un peu chère pour le contexte actuel. Si on était en bas de cycle, les chiffres ne seraient pas pareils, donc de toute façon. Bon, price to sales. Donc la valorisation en bourse de Vinci, elle est à peu près un an de chiffre d'affaires. Ça, c'est pas cher. Ça, c'est bien. Price to book. Donc ça veut dire qu'elle est valorisée 2 fois plus que leurs actifs comptables. C'est très cher. Encore une fois, ce que je viens de vous dire, c'est que cette valeur, je m'attends à acheter uniquement leurs actifs. Je ne veux pas payer une prime de potentiel de cette entreprise parce que moi, je veux valoriser le potentiel. Pour être conservatif, je veux valoriser le potentiel de cette entreprise à 0. Donc, quand je vois le price to book à 2 pour une entreprise de ce secteur, pour moi, ça ne m'intéresse pas, déjà. Parce que donc, ça veut dire qu'elle est trop chère. Donc, elle doit être divisée par 2 pour que ça m'intéresse. Ça commence à être intéressant. Donc, en fait, ce que je veux dire, j'attends pas des bonnes surprises de ce secteur. Pas du tout. Voilà. Maintenant, les marges. On regarde les marges. Donc, la marge brute, elle est énorme. Mais pour ce secteur, encore une fois, les marges brutes, ils ont beaucoup de frais, en fait. Ils ont beaucoup de personnel, beaucoup de matériel, tout ça. Donc, la marge nette, elle redescend tout de suite à 7. Mais c'est pas mauvais non plus. C'est pas nul. Donc, ça, c'est earning per share. Ça, c'est bénéfice par action. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la croissance. Donc maintenant, on regarde la rentabilité. La rentabilité est 16,5, ça c'est bien. ROI. Et avec la dette, c'est 7. C'est pas mal. Bon, au niveau de rentabilité, en fait, encore une fois, avec les chiffres du passé, avec le boom financier, économique des dernières années, les chiffres ont été pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Pour une entreprise de ce secteur, ça ne me choque pas. Après, il a une croissance de... Voilà, c'est ça que je voulais regarder, surtout pour cette entreprise, parce que la croissance de earning per share, de bénéfices par action, c'est important parce que ça montre comment la société croît
dans le passé. En fait, comment elle évoluait, comment leur performance s'améliorait pendant cette période. Donc, par rapport au trimestre passé, ils ont fait de plus 13%, ça c'est excellent. Donc, et les chiffres average, c'est voilà, 5 ans, ça c'est la hausse moyenne sur 5 ans de 5,1. Ça c'est bien. En fait, encore une fois, c'est un secteur stable. Elle fonctionne bien, cette entreprise. Donc, croissance de leurs earnings, de leurs bénéfices de 5,6 par an en moyenne sur 5 ans. Mais ça, c'était les 5 ans de croissance économique, encore une fois. Bon, croissance pas folie, mais en tout cas, c'était une période assez propice pour économiquement parlant. Donc 5,6, on peut dire que c'est pas mal, mais vu le contexte, c'est pas non plus extraordinaire. Croissance de chiffre d'affaires, un petit peu. Vous voyez, donc ça, c'est typiquement une entreprise qui fait rien quasiment. Croissance de chiffre d'affaires de 4,5%. C'est pas beaucoup. Vraiment, c'est pas beaucoup. Ils ont des clients stables, c'est évident. Ils ont une croissance stable. Bon, il n'y a rien qui bouge dans cette entreprise. Donc, seule chose qui peut nous intéresser dans cette entreprise, c'est leurs actifs sous-évalués. Quand ce ratio-là qu'on a vu ici va passer en dessous de 1, dans ce cas-là, voilà, ça sera intéressant. Ça sera intéressant, tout à fait. Mais au jour actuel, c'est pas intéressant. C'est trop cher, en fait. Cette entreprise, elle n'est pas mauvaise, mais c'est trop cher. Current ratio, j'aime pas quand c'est en dessous de 1, parce que cela veut dire qu'ils n'ont pas assez de thunes pour payer leur engagement court terme, je veux dire. Parce que current ratio, c'est l'actif circulant divisé sur le passif circulant, je pense aussi. Hein. Parce que je suis plus à l'aise avec la comptabilité en anglo-saxon. Donc c'est current assets divisé par current liabilities. Donc en gros, c'est le ratio entre les actifs court terme, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles, les actifs qui sont liquides, on va dire, et les passifs court terme, c'est les dettes qu'ils doivent payer dans le cadre d'un exercice fiscal en cours, donc dans une année. Donc quand c'est en dessous de 1, ça veut dire qu'il devra avoir emprunté quelque chose. Bon, je ne pense pas qu'ils auront du mal à emprunter cette entreprise, mais bon. La dette est énorme, mais c'est ce que je m'attendais. Donc plus de 100% de leur capitaux propres, 140% de leur capitaux propres, donc la plus de dettes que de capitaux propres, mais pour ce secteur, c'est pas étonnant. C'est vraiment pas étonnant. Après, il faut voir comment cette dette est utilisée, mais apparemment, quand on regarde leur perf, donc ils passent de 16,5 à 7, c'est pas bon. Leur dette, elle contribue quand même dans. En fait, ils ne bouffent pas leur rentabilité autant que ça, quoi. Donc c'est jouable. Après, le dividende confortable de 3,6 qui est couvert seulement par 52% de leurs bénéfices, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, en fait, c'est une entreprise. Moi, j'investirais pas dans cette entreprise, mais il est intéressant si tout va bien, en gros. Mais tout va pas bien. Voilà. Non, regardons leur bilan, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus ici. Donc, je vais regarder Total Assets. C'est où ça, les Total Assets? Current Assets. Voilà, Total Assets. Donc, Total Assets, donc c'est en croissance, donc les actifs, ils augmentent. Après, je me demande s'ils achètent d'autres entreprises, s'ils achètent de concurrents. Et après, il y a un ratio Goodwill, en fait, il faut regarder. Voilà. En fait, Goodwill, c'est l'écart type. Oh, l'écart type. Bon, je fais trop de statistiques ces derniers temps. C'est l'écart d'acquisition. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, moi, je m'occupe pas mal des modèles mathématiques pour valoriser les produits financiers. Voilà. C'est pour ça l'écart type, ça me vient sur l'esprit. Donc voilà, donc on regarde le goodwill en fait. L'écart d'acquisition, c'est quand l'entreprise achète une autre, il paye toujours une surprime. Bon, toujours, souvent une surprime. Et cette surprime, elle va dans le goodwill ou l'écart d'acquisition qui est comptabilisé comme ça dans leurs actifs comme une prime qu'ils ont surpayée quand ils achètent une entreprise. Donc ça augmente. Donc ça veut dire qu'ils achètent quelque chose. Ils achètent de concurrents apparemment. Peut-être c'est pour ça que c'est à ça qu'ils utilisent leur dette. Après, ce qui est important pour ce type d'entreprise, quelle est leur politique envers la dette? Est-ce qu'elle diminue sur la durée ou pas? Parce que la dette, elle est quand même importante. Donc, total liability, ça c'est la dette globale. Moi, je regarde plus long terme, ça c'est plus intéressant. Parce que court terme, ça peut être des trucs assez spéciaux. Donc, la dette long terme, elle augmente.
Et il augmente aussi à peu près comme le goodwill. Vous voyez, donc à peu près dans la même échelle. Donc je pense qu'il s'endette pour acheter les concurrents. Des petits concurrents, visiblement. Là, il y a une forte augmentation de la dette sur le 19. Bah après, mais par contre, on peut se dire aussi, le contexte des taux, il était quand même favorable. Donc, c'est peut-être quelque chose à voir. Si, pardon. Donc, peut-être c'est pas forcément une mauvaise idée d'investir maintenant. C'était pas une mauvaise idée d'emprunter maintenant. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, leur politique de dette n'est pas très conservative. Donc là, ils augmentent la dette. Et maintenant, ils vont rencontrer une grosse crise avec plein de dettes. Donc, voilà. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous y croyez. Bon, encore une fois, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ma vision globale, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que si vous croyez que on sort du confinement, on repart comme c'était avant, pourquoi pas, hein. Ça peut. Alors, donc, de point de vue technique, bon, en gros, vraiment, quand je regarde le graphique, ça me fait beaucoup penser à l'indice, aux grands indices. En fait, c'est exactement les mêmes figures qu'ils ont dessinées ces dernières semaines pendant la chute du coronavirus. Donc, en gros, le constat qu'on peut faire, il est très simple, en fait. C'est que, en gros, c'est une valeur qui suit l'indice, tout simplement. Donc, si vous croyez que les indices vont repartir, dans ce cas-là, c'est une bonne valeur. Si vous ne croyez pas, dans ce cas-là, c'est pas la peine. Donc là, du point de vue plus long terme, en fait, elle montait, elle était assez stable, en fait. Mais là, on a cassé vraiment les niveaux. Bon, c'est vrai qu'il a vécu une belle période de hausse quand même, depuis 40 euros, pardon. C'est quand même... On va voir, juste pour avoir un petit peu plus de visuel. Je sais pas ce qui s'est passé ici, en fait, d'ailleurs. Le novembre 2016, je sais pas ce qui s'est passé avec Fancy. Un flash crash, peut-être. Donc, et là, bon, là, c'était vraiment une opportunité short. Elle était même... on pouvait se dire qu'il est en train de casser le canal de long terme. Mais là, clairement, on était au plus haut. Je sais pas, après j'ai pas regardé en intraday, mais ça a dû créer des figures assez sympas sur le point de vue technique. Vous savez, les doji, les étoiles filantes, tout ça. Donc, je pense que c'était assez sympa de trader cette valeur à ce niveau-là. À la baisse, je veux dire. Bah maintenant, vous savez, en fait, je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo hebdo, je parlais exactement la même chose sur l'indice S&P 500. Bah regardez, parce que là, on est en train de toucher le bas du canal pour essayer de revenir dans le canal ascendant depuis la grande crise de 2008-2009. On n'arrive pas à le toucher, et pour moi, on va repartir encore à la baisse, ici. Après, bon, évidemment, encore une fois, il peut y avoir deux lectures de ce graphique. La première lecture, si vous êtes optimiste, vous pensez qu'une fois le confinement est fini, on repart à la hausse, dans ce cas-là, votre vision sera qu'on revient ici, donc du coup on va toucher cette ligne médiane qui sert comme une résistance naturelle. Donc ça, cette ligne, elle se situe à 95 à peu près. Donc on peut viser 95 si vous êtes optimiste sur l'économie globale, mais si vous partagez ma vision des choses, dans ce cas-là, on va toucher ce canal, peut-être on a déjà touché cette semaine, et ça sera un fort rebond. Peut-être sur la guerre commerciale avec la Chine, je ne sais pas sur quelle raison, mais dans tous les cas, on va revenir sur les précédents. Après, par contre, je ne sais pas quels sont les niveaux, parce que là, je vais faire un petit peu au pif. Bon, les niveaux, là, je ne sais pas, parce que j'ai perdu mes volumes, là. J'ai pris une version payante, finalement, de TradingView, parce que j'étais finalement très content de cet outil. Donc là... Voilà, on est déjà en 74, là. Parfait. Et le prochain support, c'est à 60. Donc il y a vraiment un gros gap qu'on peut refermer, là.
Donc là, ici, il y a quelque chose, on peut s'arrêter là, on peut essayer de s'arrêter là, à 70, et en plus, ça sera un chiffre rond, c'est pratique pour le trading technique. Mais s'il y a une forte baisse maintenant qui reprenne, on va le casser, sans doute, sans aucun doute, et on ira tester les niveaux de 60. Autour de 60, on peut faire des yo-yo sur cette action, mais dans tous les cas, si vous partagez mon avis sur l'économie globale, sur cette valeur, il n'y a rien à faire. De point de vue technique, elle a fait son rebond, comme les marchés. Elle a suivi la baisse de CAC 40 et maintenant elle a suivi le rebond de CAC 40. Je pense que son bêta, elle doit être proche de 1. Je vais d'ailleurs regarder, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. En fait, le bêta, c'est le rapport entre... en fait, c'est la sensibilité aux indices de référence. Je ne sais pas s'il le publie ici. Ah voilà, bêta. Bah, vous voyez, il est proche de 1, justement. Il est à 0,8, même en dessous. En fait, elle est moins sensible que CAC 40 en plus. Donc cette valeur, elle est moins volatile que CAC 40. Donc voilà, c'est ce que je pense. Vous voyez, donc moins 14% depuis le début de l'année, depuis un an. Je ne sais pas ce qu'a fait CAC 40, mais en tout cas, leur bêta, elle est très faible. Donc du coup, c'est une valeur de point de vue volatilité, il est moins risqué qu'investir sur CAC 40. Voilà. Donc en gros, quand vous achetez cette valeur, c'est plus spéculer sur l'économie, sur la sortie de crise ou pas. Voilà, donc là, je pense que je vais passer à autre chose. Je pense que c'est tout pour cette valeur. Après, la deuxième valeur qu'on m'a demandé, c'était M6. D'ailleurs, ça, c'est une valeur qui m'intéresse. Et en fait, c'est la chaîne TV, en fait, vous connaissez certainement. Elle appartient au holding qui s'appelle Métropole TV. Voilà, Métropole Télévision. Donc déjà, comme d'habitude, comme tout à l'heure, je fais un petit point sur le secteur. Ça, c'est le secteur de la télévision traditionnelle. C'est encore plus l'ancienne économie que Vinci. Certains ils sont en train d'enterrer un petit peu ce secteur. Moi, je n'ai pas le même avis. En plus, j'aime bien cette entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis, c'est le secteur, évidemment, qui est en pleine concurrence avec les trucs modernes, type Netflix, type vidéo à la demande, YouTube, etc., etc. Ce changement de consommation. L'audience des chaînes traditionnelles comme M6 et TF1, on va d'ailleurs regarder TF1 juste après, parce qu'il faut les comparer, c'est les deux concurrents principaux. Et du coup, ils sont face vraiment à cette concurrence de la nouvelle génération. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour ces entreprises. C'est très difficile de valoriser, encore une fois, la croissance pour ces entreprises. Et donc, du coup, il faut se focuser sur leur performance opérationnelle actuelle, parce qu'on ne peut pas pricer leur potentiel. En fait, on va moins faire attention sur les actifs physiques de cette entreprise, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce que c'est une société de télévision, donc qu'est-ce qu'ils ont en actifs physiques, peut-être des locaux et tout ça. Mais en fait, leur valeur, c'est les émissions qu'ils ont, c'est le droit, c'est les différents actifs qui ne sont pas tangibles. Donc, ce n'est pas les actifs physiques qu'on peut toucher, c'est vraiment ceux qu'ils vendent à leur audience. Et leur audience ne cesse pas de diminuer sur des années pour toutes les chaînes traditionnelles et ne cesse pas de prendre de l'âge, en fait. Donc, en moyenne, c'est les gens qui sont de plus en plus âgés qui regardent ces chaînes traditionnelles. Voilà. Pour M6, en fait, il y a... Après ça, c'est mon avis personnel, parce que, un petit peu comme disait Peter Lynch, c'est qu'il faut investir dans ceux que vous utilisez vous-même. Moi, ça fait une décennie que je n'avais pas de télé. Bon, moi, je ne regardais pas la télé en général, mais je l'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai découvert avec un grand retard certaines émissions, et quasiment toutes les émissions qui m'intéressent, elles sont sur la chaîne M6. Bon, après, c'est peut-être un petit peu particulier, parce que je suis passionné de l'immobilier, je regarde, peut-être comme vous, les émissions de Stéphane Plaza. C'est pas une émission immobilière, évidemment, c'est plus de divertissement, je me rends tout à fait compte, mais je trouve que ce sont des émissions qui sont très bien faites, très positives, très bon. Voilà, j'aime beaucoup ce type d'émissions, c'est quasiment des rares émissions que je regarde sur la télé. Et ce qui est important, que je ne sais pas si pour vous c'est le cas, dans la plupart des cas, dans l'écrasante majorité des cas, je les regarde en ligne, je les regarde en replay. Donc sur leur site M6 Play. Donc c'est-à-dire que cette chaîne, il s'adapte quand même à cette nouvelle façon de consommer le contenu vidéo avec la vidéo à la demande. Donc je regarde très rarement M6 en direct comme ça avec la télé normale. Donc
du coup, tout n'est pas perdu pour ces entreprises, selon mon avis. Encore une fois, ça, c'est ma perception personnelle. Voilà. Et évidemment, ces entreprises, elles gagnent leur revenu, c'est la publicité, évidemment. Après, c'est aussi les droits de diffusion qui rapportent de la publicité pour des événements sportifs, pour tout un tas de choses. Et ça se fait, la concurrence ça se fait à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que leur publicité n'est pas targetée comme chez Google, comme chez Facebook, etc. Parce que, bon, évidemment, ils ne connaissent pas nécessairement l'audience qui les regarde, même si on peut deviner, selon le type d'émission, quel son type d'audience qui s'intéresse à ce genre de contenu. Voilà, donc maintenant on va regarder les ratios pour cette entreprise, mais encore une fois, il ne faut pas s'attendre à énormément du positif parce que c'est quand même un secteur où il n'y a pas de croissance. Donc vous voyez, donc PE ratio, il est à 7 seulement, donc ça c'est vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, donc elle n'est pas chère de point de vue ce ratio. Donc là je vais regarder Métropole TV pour... Métropole, pardon. Métropole, voilà, télévision, et ça, c'est ça. Donc, EV et EBITDA, pour s'entendre, on a à 3,5, c'est vraiment, c'est donné. En tout cas, selon ces ratios, c'est donné. Voilà, bêta, d'ailleurs, elle est plus sensible, elle est plus volatile, donc elle bouge à peu près comme CAC 40. Mais c'est pas beaucoup non plus, hein. Il y a bien plus volatile que ça. Voilà, donc là, on regarde CPE 7, EV et EBITDA donné, vraiment à 3. Moi, je considère EV et EBITDA en dessous de 12, c'est déjà intéressant. Vous imaginez? Bon, c'est pas une seule ratio qu'ils utilisent, mais c'est intéressant. Donc, leur prix vers le chiffre d'affaires, donc la valorisation boursière ne représente même pas un an de chiffre d'affaires. C'est vraiment pas cher, vraiment pas cher. Price to book, ici, ce ratio, contrairement à Vinci, c'est moins important. Parce que leur book, c'est quoi? C'est des trucs, c'est des droits, machin, ça sera des actifs intangibles qui sont de toute façon difficiles à valoriser. Donc 1,6, c'est un petit peu du pipeau. On ne sait pas combien il y en a dedans et on s'en fiche. Pour ce secteur, on s'en fiche. Marge, ça c'est vraiment pour ce secteur, je trouve que c'est excellent. C'est excellent pour ce secteur, vraiment. 50% et en moyenne sur 5 ans, c'est bien. Et 11-12% de la marge nette, ça c'est vraiment excellent. Vraiment, j'aime beaucoup, en tout cas selon les ratios, j'aime beaucoup. En fait, j'ai déjà eu cette entreprise, pour être honnête, je connais un peu cette entreprise sur le coup. Parce que je l'ai déjà eu plusieurs fois dans mon portefeuille, dans le passé, il m'a pas déçu, il n'a pas fait des folies, mais par contre, vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est le dividende. C'est le dividende pour cette action, elle est vraiment sympa. Donc elle est rentable, c'est vraiment excellent au niveau de rentabilité. Ensuite, return on equity 23 et 20% de 30. Mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est une société qui va faire partie de ma liste bientôt encore, à nouveau. Par contre, vous voyez, donc voilà, c'est exactement ce que je disais, vous voyez, mais il y a toujours une petite baisse en termes de revenus, parce que vraiment, c'est le secteur où il n'est pas le secteur booming. Et sur 5 ans en moyenne, ils ont 7%. Pour ce secteur, c'est vraiment pas grand-chose. On va regarder Netflix tout à l'heure, un peu plus tard, vous allez voir que... J'aime pas du tout Netflix en termes pour l'investissement, mais vous allez voir que les chiffres seront différents. Donc, voilà, courant ratio à court terme, ils n'ont aucun problème, ils n'ont presque pas de dette, mais c'est vraiment excellent. L'entreprise, par contre, le dividende, il est où? Maintenant, elle ne paye plus le dividende. Ah, ça, je sais pas, parce qu'en fait, dites-moi dans les commentaires s'il verse toujours le dividende, peut-être que j'ai raté quelque chose. Je ne savais pas, parce que pour moi, il versait toujours un dividende très confortable. Et là, on le voit bien, sur 5 ans en moyenne, ils ont... et ce qui représente 72% de leur, plus 72,5% de leurs bénéfices. C'est beaucoup. Mais c'est une entreprise qui ne crée pas énormément il n'investit pas énormément dans l'avenir. Donc, en fait, juste pour résumer, en fait, par contre, un truc des dividendes, ça me dérange un petit peu. J'avoue, parce que s'ils ne payent plus les dividendes, c'est pénible. Donc là, ils ont payé, le 13 mai, ils vont payer le dividende, 9%. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez si vous avez des infos sur la politique de dividende qui a changé, ou ils ont supprimé les dividendes. Mais en tout cas, ça me surprend, parce que moi, si j'achèterais cette entreprise, c'est que pour le dividende. Donc, vu que je ne connais pas, c'est un petit peu une nouvelle pour moi. On va partir du principe qu'ils payent toujours le dividende. C'est peut-être parce que parfois, sur une listing, ils ne montrent pas tout, surtout pour les sociétés françaises.
Donc, il faut voir cet investissement comme un placement. Moi, je le verrais comme ça. Donc il faut vraiment ne pas trop espérer de la croissance. Il faut voir ça comme si vous avez placé de l'argent et vous touchez le dividende. Parce que cette entreprise elle est rentable, elle va ralentir, mais progressivement. Parce que vraiment, ce phénomène de concurrence avec les Netflix, YouTube, etc., c'est un phénomène qui est durable, c'est un vrai problème pour ce secteur, mais ça ne va pas être immédiat. Ça ne va pas être une coupure du jour au lendemain que voilà, vous n'avez plus de chiffre d'affaires. Et peut-être ces entreprises vont se transformer aussi. Il ne faut pas croire qu'ils veulent toutes faire faillite non plus. Hein, donc, ce n'est pas leur but. Hein. Voilà. Donc, je vais regarder la technique vite fait parce que sinon, je ne vais jamais terminer la vidéo. Voilà, c'est ce que je disais parce que moi, je jouais avec cette valeur autour de 15 à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, elle me faisait entre 15 et 18, mais elle payait le dividende par contre. Moi, j'espérais d'avoir le dividende quand même ici. C'est quand même assez... Bon, on va regarder sur le plus long durée. Donc ça, c'est 2000... parce qu'à l'époque, c'était, vous voyez, en 2001, c'était une entreprise de haute technologie. Maintenant, c'est plus le cas. Et là, on est au plus bas de tous les temps, presque. Donc, je pense que, franchement, vous risquez pas grand-chose si vous achetez cette entreprise, honnêtement. Je sais pas s'il faut regarder vraiment les niveaux, mais pour baisser encore plus, il faut aller vraiment chercher les prix des années 90. Hein. Et l'entreprise ne va pas si mal parce qu'après les ratings de leurs émissions sont élevés. Et en plus, c'est pas une entreprise qui est exposée au coronavirus tant que tel. Donc elle a baissé parce que tout a baissé, mais tout le monde a baissé. Mais il n'a pas reparti d'ailleurs en plus. Il reste toujours au plus bas, vous voyez. Donc il n'a pas fait ce rebond technique comme on fait tous les indices. Je pense que c'est quand même mais quand même, si on repart à la baisse, qui selon moi est très fort probable, on va de toute façon... il risque d'essayer de casser le niveau des années 90 en fait ici. Et ça va être dangereux parce qu'après il n'y a plus aucun support. Donc là, ici, il est au niveau béton, ça c'est clair, qui se trouve au niveau de, je sais pas combien, de 9,50. Donc là, on s'est déjà approché récemment. Mais ça, c'est un niveau béton. Mais il se trouve seulement à 60 centimes d'ici. Hein. Ouais, franchement, moi, j'aime bien cette entreprise. Je me demande si j'ai... En tout cas, c'est une belle question. Merci beaucoup. Mais en tout cas, moi, je serais acheteur si vous êtes vraiment long terme, si vous êtes, vous êtes assez peu sensible aux variations du marché. Ça ne me dérangerait pas d'avoir cette entreprise aujourd'hui dans le portefeuille, honnêtement, vu leur ratio et vu tout ce qu'ils ont. Bon, regardons vite fait leurs concurrents directs, TF1, parce que faut toujours voir dans le contexte. Je crois que dans TF1, il y a l'État qui est actionnaire dans le commentaire. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, toujours. Avant, c'était le cas. D'ailleurs, juste pour rappel, mettez-moi des likes, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, comme ça on est sûr, parce que c'est super important pour la chaîne. Si vous voulez que je fasse des vidéos de plus en plus, il faut que la chaîne se développe. Alors, donc TF1. Donc là, apparemment, il y a toujours un dividende. Donc c'est le même secteur après. Hein. Par exemple, typiquement, moi, je regarde jamais le TF1. J'ai aucune émission que je regarde sur TF1, personnellement. Pour moi, c'est un indicateur quand même. Donc. PE ratio 6. Bon, il est faible aussi, presque le même que pour TF1. Moi, je m'attends à voir à peu près les mêmes statistiques que tout à l'heure pour le machin, là. Il est à 2. Il est à 2 le Enterprise EBITDA, donc il est encore moins cher, donc effectivement. Bon. Il est encore plus bon marché que M6. Donc 41% seulement du chiffre d'affaires, c'est la valorisation, toute la valorisation boursière. Ouais, c'est pas cher, hein, c'est pas cher. Price to book. Et là, vous voyez, donc là, le price to book ici, il est à 0,60%. Donc du coup, leurs actifs sont beaucoup plus
valorisées que leur valeur boursière. Mais peut-être le marché ici, sur le coup, d'ailleurs ça c'est peut-être un mauvais indicateur, parce que peut-être le marché, il estime que les actifs qui sont sur les balances comptables de TF1 ne valent pas autant qu'ils sont valorisés. Et ça peut être un très mauvais indicateur. Ça veut dire que les marchés ils disent que c'est les actifs qui vont s'éroder plutôt que le prix qui va remonter. Et ce n'est pas le cas pour M6. Vous voyez, ce n'est pas le cas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à regarder. Parce que peut-être le marché il est plus négatif sur TF1 que sur M6 parce qu'ils trouvent qu'ils ont survalorisé peut-être certains actifs. Et leurs actifs, c'est les actifs intangibles, c'est les droits, c'est les, je sais pas quoi, c'est toutes leurs émissions, etc. Donc visiblement, le marché il valorise les actifs intangibles de M6 plus que les actifs intangibles de TF1. Donc la marge, vous voyez, donc là déjà, il y a un problème. Il est beaucoup moins joli que M6. Donc la grosse marge est à 60%, mais la marge nette, il n'a que 6%. C'est rien du tout. Donc du coup, il a beaucoup plus pour M6. Il avait beaucoup plus. Donc maintenant, voilà, il est beaucoup moins rentable. Beaucoup moins rentable. Vous voyez, donc c'est vraiment 2 fois moins rentable que M6. Même plus que 2 fois. Donc là, franchement, il baisse. Bon, après, ici, ça, c'est la dynamique de la télé en France. Ici, les chiffres c'est normal qu'ils sont à peu près les mêmes. Donc, c'est pas. Par contre, il n'y a pas de dette. Bon, je ne sais plus combien il y avait de dette. En fait, je n'ai pas fait attention la dette de Métropole TV. Donc, 20% seulement de dette. Ça, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'ils sont quand même assez. Current ratio et le confortable. Ils ont plus, non, ils ont à peu près la même chose pour les dividendes. Et aussi, ici, ils ne montrent pas le dividende. Donc, ça veut dire soit tous les deux, ils ont coupé les dividendes, soit c'est mon site qui bug. Je ne sais pas. Parce qu'ici, le dividende, est-ce qu'il me dit sur le dividende? Ah voilà, forward dividend rate, il n'y a pas. Donc, ça veut dire qu'ils ont coupé les dividendes. S'ils ont coupé les dividendes, ça c'est une autre histoire. Parce que moi, j'achèterais ces entreprises que pour les dividendes. Peut-être M6, même sans dividende, il a du potentiel, à mon avis, peut-être encore. À moins qu'il y ait de mauvaises nouvelles toutes récentes, mais ça m'étonnerait quand même que. Ouais, bon. Non, mais dans tous les cas, cette TF1, ça me plaît beaucoup moins que Métropole TV. Attendez, je vais juste regarder Métropole TV au niveau d'endettement, combien ça a été. Ouais, c'était 20% aussi, donc c'est pareil. Mais c'est exactement pareil. Comme profil de risque. Voilà. Maintenant, je regarde TF1 de point de vue. Bon, je pense que techniquement, elle doit être au plus bas historique aussi. Hein. Je sais pas, on ne doit pas être loin. Hein. Donc, pareil. Bon, oui, mais c'est exactement la même image en fait. Mais par contre, c'est vraiment les plus bas historiques. Il faut aller dans les années 80, je pense, pour retrouver ces cours. À 4%, ou juste. Quand j'ai regardé, la dernière fois, je pense qu'il était à 10, un truc comme ça. Ouais. Oula, c'est chaud pour le secteur. Hein. Ouais. Mais dans tous les cas, si j'étais amené de choisir entre les deux, je prendrais M6. Donc dans tous les cas, bon, ici, c'est pas la peine de parler des indicateurs techniques parce que de toute façon, on est dans le plus bas historique, on a cassé tout. Donc ça risque d'aller. Après, si vous voulez vous amuser, vous savez, il y a toujours une stratégie que moi je fais de temps en temps. C'est quasi option. Vous prenez les actions, pour 1% de votre portefeuille, même voire moins, il faut considérer que si la société fait faillite, dans ce cas-là, vous avez perdu. Sinon, vous le gardez jusqu'au temps qu'il faut. Et peut-être avec des années, il va revenir vers 10 et là, vous allez faire X fois votre mise. Mais du coup, vous vous préparez mentalement que cette entreprise peut aller jusqu'à 0. Donc, parfois, c'est intéressant quand des entreprises se massacrent comme ça, parce que déjà pour aller plus bas, je ne sais pas où est-ce qu'on peut. Il n'y a pas beaucoup de marge déjà pour aller plus bas. Donc,
Pour regarder technique, bon, évidemment, il y a un niveau évident, je pense qu'il ne faut pas le dire explicitement, c'est à 4,30. Mais après, c'est l'infini, quoi. Après c'est 0, quoi, parce que le support suivant. Donc c'est pas... Voilà, donc là je vous ai promis de regarder Netflix, parce qu'on va faire beaucoup de télévision aujourd'hui. Alors là, vous allez voir que ce sera toute une autre histoire. Donc Netflix, je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos il y a un an. Vous savez que c'est une valeur qui est un petit peu malheur pour moi, donc moi je déteste Netflix. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi j'avais un avis très négatif sur Netflix à un moment donné. Mais évidemment, c'était une période largement avant de coronavirus. Évidemment, je ne pouvais pas anticiper ça. Et l'été dernier, j'ai pris une option put sur Netflix. Bon, évidemment, heureusement que je fais avec des options où mon risque potentiel était limité. Et moi, je considérais que déjà cette valeur, elle était super surévaluée à l'époque. Bon, là, je vous rappelle qu'il va bientôt, je pense, doubler depuis. Donc, et moi, je considérais qu'effectivement, c'est un business, ça, c'est un secteur, même si c'est un secteur de nouvelle génération, il y a un énorme problème de marge dans ce secteur. Parce qu'il y a les coûts de leurs séries sont énormes, leurs abonnements coûtent que dalle. Donc, en fait, il n'y a pas en fait, de terrain pour gagner de l'argent. C'est très difficile de rendre ce secteur rentable. Donc ces sociétés, elles montent uniquement sur la psychologie humaine. C'est un petit peu comme Tesla, en fait. C'est un petit peu du même style. Donc, quand j'ai commencé à investir, parce que moi, je me préparais que des concurrents comme Walt Disney, comme Apple, comme Amazon, comme YouTube, qui ont plein de thunes, contrairement à Netflix, c'est qu'ils vont rentrer sur le marché et ils vont littéralement écraser Netflix. Vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos où je me suis complètement planté sur cette valeur. Vous voyez, donc, parce que moi je les garde exprès pour me donner de la crédibilité, que moi je ne dis pas toujours uniquement des choses où j'avais raison. C'est que... Et en fait, ce qui est dommage, c'est que ça s'est passé exactement comme moi je pensais, mais la crise de coronavirus l'a tout inversé. Et du coup, je me suis retrouvé avec un short sur lequel je pourrais gagner gros. J'ai choisi peut-être la pire valeur à shorter dans la crise de coronavirus, parce que c'était la seule qui a monté finalement. Bon, c'était parmi les seuls qui ont monté beaucoup à cause de confinement et tout ça. Donc vraiment, j'ai pas eu de bol avec cette action-là, parce que évidemment, je pouvais pas anticiper le confinement. Donc, mais c'est la vie, c'est la vie. Ça, c'est un risque qu'il faut diversifier, et comme ça, ce risque n'existera pas pour vous. Donc, Netflix, bon, je pense que tout le monde connaît, ça c'est les vidéos à la demande, c'est les séries, etc., etc. Donc, les ratios, là, vous allez gouler, là. Donc, le ratio de PE, c'est 89. Donc, il faut attendre 90 ans pour rentabiliser votre investissement. C'est vos petits-enfants, peut-être les enfants de vos petits-enfants vont récupérer le capital si vous investissez aujourd'hui. Et si on anticipe que leur croissance va rester constante telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui est peut-être un peu trop pessimiste pour cette valeur. Mais on va regarder EV quand même. Mais vous allez rigoler, comme ça vous montre vraiment des exemples extrêmes. Dans les secteurs comparables. Donc, statistiques. Voilà, EV/EBITDA 15, donc c'est beaucoup plus cher que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est pas énorme, c'est pas énorme. Mais vous regardez que si vous revenez sur ça c'est quoi, 12, 31, 3. Ouais, mais ça c'est regardez les trimestres précédents par contre, EV/EBITDA, c'était à 50. Donc c'était à 50, 35, 57, 60. Par contre, je ne comprends pas pourquoi elle est tombée à 15 seulement en état actuel. C'est peut-être à cause de confinement, mais je ne pense pas que ça a été aussi positif pour eux. Peut-être, parce que je ne connais pas leur... D'ailleurs, mon option en fait, sur Netflix, elle doit expirer le mois prochain. Vous voyez, je vais évidemment perdre la prime que je payais, mais heureusement que je vais payer que la prime. Donc là, apparemment, le confinement les a sauvés, littéralement. Mais regardez, avant le confinement, pourquoi j'ai shorté, voilà, moi je l'ai shorté ici.
quand il était à 60. Là, je trouvais que c'était survalorisé. Et j'avais totalement raison. Il était survalorisé. Il est resté. Il s'est amélioré un petit peu en septembre, mais là, vers la fin de l'année et vers le début de 2020, c'est reparti. Il était trop cher. C'est incroyable. Et market cap, il ne cessait de monter. Donc elle est restée toujours très chère. C'est juste hallucinant, en fait, cette valeur. Vraiment. C'est une valeur où il faut investir sans trop réfléchir, en fait. Parce que quand tu réfléchis, quand tu as une approche raisonnable, une personne rationnelle ne peut pas investir dans ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, on a un PE 89. Du coup, price to book. En fait, la valorisation boursière représente presque 22 fois de leurs actifs. Donc voilà, c'est tout ce qui est. Après, et la valorisation boursière, c'est 8 fois et demi de leur chiffre d'affaires. Donc il faut être patient pour récupérer son capital ici. Voilà, maintenant les marges. Les marges sont inférieures à TF1, je crois. Hein. Je ne sais plus combien c'était à TF1, c'était 60, ouais. Donc du coup, les marges brutes, même brutes, sont pires que TF1. Vous voyez? Et les marges nettes, je ne parle même pas. Donc, au niveau des ratios, c'est 10 fois pire que M6. Pourtant, les perspectives ne sont pas les mêmes. Les rêves, il n'y a pas de rêve dans M6. Ici, il est en rêve. Vous voyez que les rêves, aujourd'hui, ça coûte cher. C'est ça les marchés, parce qu'il y a beaucoup des jeunes investisseurs, c'est bling bling, c'est une action hype qui fait du buzz, et c'est pour ça que ça monte. Voilà quoi, c'est pas... Genre, si vous voulez, le M6 pourrait très bien monter aussi fort que Netflix, mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas de buzz. Return on equity, regardez, brut sans tenir compte de la dette, il est 30%, on pourrait dire que c'est beaucoup, mais c'est même énorme. Mais par contre, quand on tient compte de la dette, il n'y a que dalle, il y a vraiment rien à valoriser dedans. Donc leur rentabilité nette, c'est comme un investissement immobilier un peu plus. Donc, et pourtant, des risques sont énormes, la survalorisation est énorme. Et en plus, apparemment, si on regarde ces deux ratios, si ça, sans tenir compte de la dette, c'est 30%, et avec la dette, on passe à 6, c'est-à-dire que c'est de la dette de merde, excusez-moi. Et il y a énormément de dettes, on la verra dans notre ratio. Donc, earning per share, ça grandit. Donc ça, c'est normal, parce que c'est un business en croissance. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur TF1. Vous allez voir que sur Netflix, ça sera autre chose. Et on voit que c'est autre chose. Donc, sur 5 ans en moyenne, il a 44%, tandis que pour TF1 et M6, c'était quoi? C'était 7 ou 6. Voilà, donc c'est pas le même marché. Donc, et voilà, la dette, mais c'est juste hallucinant. 170% de leurs capitaux propres. Et tout ça, c'est juste pour filmer, pour tourner leur série. Et c'est pour ça que la différence entre return on equity sans dette et avec la dette, donc et en plus, elle est investissable juste pour générer cette rentabilité de 6%. C'est vraiment une société. En fait, je pense que c'est une société. S'il n'y avait pas de confinement, ça serait une merveilleuse idée de le shorter. Donc, il n'y a évidemment pas de dividendes. Les sociétés comme ça, elles ne payent pas les dividendes. Ils ne font que prendre l'argent chez les investisseurs. Ils ne retournent rien du tout. Et l'endettement court terme est supérieur aux actifs court terme. Donc, comme ça, si ce n'était pas Netflix, je dirais que c'est une société qu'il faut shorter, il peut faire faillite. Mais réellement, vraiment, si vous prenez une option qui coûte avec un strike de 150 pour parier qu'elle va valoir 150, pour cette entreprise, c'est possible. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ça peut paraître absurde compte tenu du prix actuel. Mais les fondamentaux sont tellement fragiles que moindre vent contraire pour cette entreprise, sachant qu'il y a plein de concurrents avec plein d'argent, elle peut aller jusqu'à $50, hein, sans problème. Parce que ces entreprises montent en flèche, mais elles descendent comme une pierre aussi. Hein. Sans s'arrêter, elles peuvent descendre, si les choses tournent mal. Donc, et l'option, par exemple, si vous achetez une option à $150 ou $200, elle ne va pas vous coûter cher aujourd'hui, avec le prix actuel. Parce qu'il y a très peu de probabilité que le marché estime qu'il a quasiment pas de probabilité qu'il va valoir 150 dans un an. Mais c'est pas impossible.
Quand mon option en juin va expirer, je n'exclus pas que je vais prendre un short quand même à la sortie de confinement sur Netflix. Parce que cette valorisation n'a rien de tangible derrière. Donc, Netflix, si on peut shorter, on peut regarder évidemment l'image technique ici, elle est un petit peu plus importante. Donc, sur un an, on va... Bon, regardons déjà sur la durée. Donc là, vraiment, c'est la folie. Donc, c'est de la folie. Voilà, donc là, c'est une remontée en flèche, donc il a eu de volatilité. Parce que c'est là, quand ils ont commencé à s'apercevoir qu'il n'y a pas de demande, que leur business model n'est pas rentable, tout le monde a commencé à se demander, est-ce que vraiment on a tous ces achats, est-ce qu'ils ont ça vaut la peine? Il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont dit que non, finalement, c'est pas intéressant. Ils ont fait baisser jusqu'à 250, de 280. Après, ça a remonté encore. Et ça, c'est le lancement, c'est là quand j'ai commencé à shorter, c'est le lancement des services de Apple, le lancement des services de Walt Disney, etc. Là, ça a baissé fortement. Et ça, c'est le coronavirus. Voilà. Donc, ça, c'est la fin 2019. Déjà, la bulle, le rallye boursier de la fin 2019. Et ça, c'est le corona. Voilà, donc là, on est clairement... Franchement, en fait, je ne veux pas conseiller le short sur ma chaîne. Je fais exprès de ne pas le faire. Mais dans tous les cas, ici, on va avoir une formation doji, je vois, qui est en train de se former là. Voilà, ici, vous voyez, quasiment pas de corps pour cette... Donc ça, c'est un indicateur d'essoufflement de la tendance haussière. Donc... Mais ça, c'est sur daily, c'est pas forcément... représentatif. Donc, regardons les niveaux. Où est-ce qu'on peut... Donc, si ça baisse, après, si ça monte, je ne sais pas ce que ça doit se passer pour que ça monte encore. Mais c'est possible, pourtant. Pour ces entreprises, c'est possible. 380, ça, c'est le prochain niveau, clairement. Et après, il y a un niveau béton, quand même, pour cette entreprise. C'est 280, je crois. Mais ça, c'est loin, déjà. Après cette hausse phénoménale, 280 me paraît déjà inatteignable. Voilà, c'est par là, oui. 275. Ça, c'est l'objectif qu'on peut faire si la baisse reprenne. Mais est-ce qu'elle reprenne, cette baisse? Ça, on ne sait pas. Parce que c'est une action à la mode. Faut faire attention quand vous shortez les actions à la mode parce qu'il n'y a aucun rationnel dedans. Il n'y a rien de rationnel dans ces mouvements de prix. Donc, il faut quand même faire attention. Hein. Je ne vous conseille pas du tout de shorter, mais je pense que quand même, la valorisation est tellement excessive que ça peut donner envie de shorter. Effectivement. Bon, la prochaine action qu'on va regarder aujourd'hui, je pense que ça sera la dernière parce que je commence à être fatigué. Voilà, c'est la téléperformance. Et bon, je vous dis que je ne connais pas du tout cette entreprise. On m'a demandé à plusieurs reprises de la regarder, donc on va être beaucoup plus dans les technos aujourd'hui. Mais quand je vois le mot télé, ça m'inspire déjà une thématique qui est assez populaire pendant le confinement. Donc c'est tout ce qui est télémarketing, téléservice provider, compagnie qui se spécialise sur les relations clients, gestion de contact center. Les ventes à distance ou immédiat qui incluent les lignes fixes, lignes mobiles. Lignes fixes, ça me dérange un peu. Service d'information, l'assistance technique. Donc, tous les services à distance. Bon, bah, apparemment, c'est une thématique même assez d'actualité avec le confinement et la crise actuelle. Donc, ça ne devrait pas trop mal de point de vue secteur. Mais encore une fois, ça, c'est une entreprise que je n'ai jamais regardée, je pense. Je connais de nom, mais je ne connais pas ce qu'ils font exactement. Donc, voilà. Je suis désolé si je ne serai pas exact sur cette entreprise. Ah bah voilà, on voit déjà la valorisation à 30, donc déjà elle est chère. Mais c'est pas... Donc je regarde EV/EBITDA, pardon, statistiques. Ouais, 12,4 pour cette entreprise, c'est pas énorme. Je sais pas... En fait, forward PE, c'est-à-dire les ventes 4.
Et aujourd'hui, il a 28, mais il est un petit peu différent, bizarrement, d'ici. Donc, cela veut dire que les analystes, ils anticipent que ça va baisser, le PE. Donc, cela veut dire que c'est pas trop mal. Donc, cela veut dire qu'il anticipe qu'il y a du potentiel encore qui n'est pas réalisé. Donc, de point de vue des analystes, ça a l'air pas trop mal. Donc, bêta, elle est faible. Donc, elle n'est pas très volatile, apparemment, cette valeur, ça c'est bien. Moi, je m'attendais à quelque chose un peu plus volatile que ça. Donc, en fait, elle est valorisée à 2,2 années de chiffre d'affaires en bourse. En fait, ce qui est très important, en fait, vous savez, juste pour vous donner des repères, c'est quand une entreprise se vend en une autre, souvent on utilise comme une valorisation par défaut, mais très brute de brute, si on valorise l'entreprise comme 2 ans de chiffre d'affaires. C'est comme ça. Ça, c'est, on va dire, un truc, c'est une formule la plus simple qu'on peut imaginer quand on vend une entreprise. Donc, 2 ans de chiffre d'affaires pour une entreprise qui est en croissance, ça ne me paraît pas choquant. Donc, price to book 4,6, mais ça ne va pas pour cette entreprise, c'est pas important. Grosse margin, il n'y a pas, ça c'est bizarre. Net marge, pas énorme, ça me plaît pas. Pour cette entreprise, net marge doit être plus importante. La rentabilité, 16,7 c'est bien, mais avec la dette, c'est 7. Non, c'est pas. Non, en fait, c'est lié avec des marges, en fait. Donc, en fait, elles font pas beaucoup de marge, en fait. Donc, la dette doit être bien présente aussi. Mais en tout cas, le bénéfice par action augmente, ça c'est pas mal. Et la moyenne sur 5 ans et sur l'année. Donc là, pour la dette court terme, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ce que, comme je viens de dire, que la dette, elle est bien présente. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi pour une entreprise comme ça, il y a beaucoup de dettes en fait. Mais je m'attendrais qu'il y aura un peu moins. Et les dividendes, je ne sais pas encore une fois si Investing il est à jour. Les dividendes, il n'y a pas. Je ne sais pas s'il verse le dividende, mais il n'y avait pas beaucoup en tout cas pendant 5 ans. Ils versent, et ça représente 35% de leurs bénéfices. Mais en fait, moi je trouve que c'est pas terrible en termes opérationnels parce que vous voyez, si pour payer 1% de dividendes, ils doivent consacrer 35% de leurs bénéfices, ça me paraît pas top quoi. Mais non, ça me plaît pas en fait. En gros, parce que les marges sont faibles, les rentabilités avec la dette est faible, et il y a beaucoup de dettes. Je sais pas pourquoi. Après, technique, on va regarder. Mais ça, c'est les chiffres passés, encore une fois. Hein. C'est peut-être quelque chose à changer. Hein. Donc là, on a pas mal monté. Donc je pense que c'est une société en forte croissance. Oui, bon, là, c'est une top société, quoi, apparemment. Donc là, monté. Là, on a baissé avec tout, comme tout le monde. Je comprends pas pourquoi elle a réagi tellement pour la crise de coronavirus, en fait. Elle a dû... Moi, je m'attendais qu'elle serait un peu moins sensible au 17. C'est vrai que quelqu'un s'est fait de l'argent là-dessus. Donc, je sais pas. Moi, je dirais que j'ai pas d'avis en fait, parce que je comprends pas pourquoi elle avait une telle hausse, déjà. Parce que elle n'est pas super rentable cette entreprise. Attendez, je vais juste mettre les. Ce que j'aime bien, c'est parallèle canal, parce que comme ça me permet de repérer facilement les niveaux. Bon, attendez, je vais refaire. Bon, disons, je dessine comme ça. Tac. Tac, tac, tac. C'est un canal depuis 2012, c'est ça. En plus, c'est un canal très étroit. On l'a cassé, vous voyez. Donc ça, c'est de la technique, ça marche. On a essayé de retester. On est assez enfoncé dans le canal haussier. Et on est reparti à la hausse encore une fois. Et là, on est en train de revenir. Ah, ici, techniquement, c'est intéressant. Parce qu'en fait, finalement, je comprends pourquoi elle a baissé. Parce que je pense que cette hausse-là, ça me commence... Vous voyez, l'analyse technique, j'aime bien quand même. Parce que c'est comme ça, et nos sorties du canal long terme, haussier, qui était déjà haussier,
Et visiblement, le marché a considéré que cette hausse n'a pas été justifiée. Donc en fait, cette baisse qu'on a vue pendant la crise de coronavirus, c'est juste pour faire revenir l'action dans ce canal. Je pense que cette action, finalement, il n'y a pas beaucoup de problèmes en soi. C'est juste qu'avec cette crise, on risque de faire ça. On risque de revenir dans ce canal et qu'on continue à évoluer dedans. Bon, peut-être ici, mais dans le... Comment dire, peut-être en bas du canal, peut-être. Parce que là, la plupart du temps, on était en dessous. Donc, je pense que les niveaux qu'on peut assez facilement repérer ici, d'ailleurs. Donc déjà, je pense que... Bah, du coup, techniquement, elle est intéressante, cette valeur, je trouve. Parce que là, clairement, à mon avis, on va atteindre 175. Ça, pour moi, c'est quasiment sûr qu'on va y arriver. Après, le niveau, ça sera... après, je ne sais pas quelle figure elle va faire ici. Donc ça, 160. Et le plus bas possible, à mon avis, ça doit être vers là. Quelque part 160. Donc je ne pense pas que cette action ira en dessous de 160. Parce que si elle sort de ce canal, c'est déjà 140, etc. Je pense que c'est compliqué de franchir. En fait, je ne pense pas qu'il va faire ça, en fait. Parce que c'est une valeur quand même de qualité. Je pense qu'il va rester dans ce canal et il ne pourra pas le sortir d'ici là. Donc c'est ça qu'il faut surveiller, à mon avis. Donc il y a encore une baisse possible. Je pense qu'elle est chère, en tout cas aujourd'hui. Mais il y a toutes les chances que s'il n'y a pas de changement dans leur business model, qu'elle revienne dans ce canal, elle continue à avancer, mais avec la hausse plus, on va dire, plus raisonnable, telle qu'on a observé depuis 2012. Et ça me paraît tout à fait justifié dans le contexte actuel. C'est visiblement ça, c'était une erreur de parcours un petit peu, une erreur positive pour ceux qui sont investisseurs dans cette valeur. Et la crise de coronavirus fait juste revenir à la réalité, à cette valeur, ce qui est tout à fait normal. C'est la correction logique des marchés sur une valeur surachetée. Voilà, je pense que je vais terminer. Donc là, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc n'oubliez pas de mettre un like quand vous partez. Donc merci beaucoup pour votre présence. Et dans la nouvelle catégorie en fait que je lançais pour gestion commande de portefeuille, donc là il y a beaucoup de commentaires. J'essaie de les trier. Je vais enregistrer une vidéo à part comment peut-être mieux s'organiser la prochaine fois. Mais n'oubliez pas qu'il faudra voter cette semaine pour choisir l'action gagnante qui va rentrer, la première action qui va rentrer dans notre portefeuille commun. Que je vais rajouter sur le compte Saxo Bank, sur le compte démo que j'ai présenté dans la vidéo le jeudi dernier. Voilà, tout le meilleur, Mind du Cash, à très bientôt.